Enregistré. Tatiana, bonjour. Tatiana, où est-ce qu'elle est Tatiana, elle va arriver, je pense. Voilà, je vais unmute Tatiana. Voilà. Voilà. Bonjour Tatiana. Bonjour. Bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous en prie. Nous avons eu beaucoup de plaisir à lire le livre. Donc c'est encore un Zoom. Maintenant, on arrive à la Zoom fatigue un peu. Mais oui, non, mais c'est bien. Moi, ça me permet de parler de mon livre. Vous savez, on est punis en ce moment, nous les auteurs. Oui. C'est compliqué, avec les librairies. Bon, elles vont rouvrir, mais on ne va pas avoir le droit d'aller en librairie pour parler de nos livres. Donc, c'est formidable de pouvoir faire ça. Ben oui, c'est ça. Ça nous a permis de découvrir tout un univers, de continuer à vivre, de continuer à rêver. Donc, je voulais remercier Isabelle Otimski qui a eu la bonne Bonjour, idée Isabelle. de nous mettre en relation, qui est à Bruxelles encore. Et je voulais remercier la librairie La Page et j'en profite pour dire qu'effectivement, la librairie est à votre disposition. Vous pouvez commander les livres, ils les livrent chez vous, celles qui sont à Londres. Bon, il y en a pas mal qui sont à Paris, une à Buenos Aires là, dans notre Zoom aujourd'hui. Buenos Aires, waouh! Voilà, c'est important de soutenir aussi les librairies, les auteurs. Donc, Tatiana, vous avez beaucoup de points communs avec nous. D'abord, il y a quand même que des femmes autour de ce webinaire aujourd'hui, des mères. Nous sommes toutes entre deux pays, certaines avec des doubles cultures, ce cerveau un peu bicéphale qu'on essaye d'avoir le plus possible. Mais bon, voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Vous êtes née de mère anglaise et de père français. Vous avez vécu à Paris, à Boston, aussi en Angleterre. Depuis 92, vous publiez des romans en français et en anglais. On ne va pas trop revenir en arrière, mais on doit quand même faire un hommage à un livre que je fais juste un coucou à Carole. Ah oui, Carole, elle est là. Je sais, je la vois. Pardon, je vous ai coupé. Que nous avons tout aimé, elle s'appelait Sarah, qui a été adaptée donc au cinéma. Vous êtes donc, j'allais venir à Carole, parce que vous êtes vice-présidente de la société et membre du jury du prix de la Closerie des Lilas, qui a été créé par Carole Chrétienot, qui est ici avec nous aujourd'hui, qui est aussi la créatrice du prix de Flore. Le prix de la Closerie, c'est vraiment un très joli prix, c'est un prix de femmes, de jury de femmes, et pour soutenir des femmes écrivains. Et c'est vraiment quelque chose qui nous manque beaucoup ici à Londres. Et donc, on a envie d'une manière ou d'une autre de remédier à ce vide qu'on a de prix féminins avec des auteurs français, anglais, et de mêler un peu toutes ces cultures. Donc aujourd'hui, nous allons quand même, avant tout, parler de votre dernier ouvrage qui vient de sortir en librairie juste avant le confinement, qui a été publié chez Grasset et aux éditions Héloïse. Non, Robert Laffont. Robert Laffont et Héloïse d'Ormesson, pas du tout Grasset. Pardon, excusez-moi. J'aime beaucoup Grasset, mais non, c'est pas mon éditeur. Pardon. Robert Laffont et les éditions Héloïse d'Ormesson. Alors, Les Fleurs de l'ombre, on ne sait pas encore quel sera le titre en anglais. Mais... Si, on sait parce que j'ai déjà écrit le livre en anglais. Ah, d'accord. Je l'ai écrit en même temps. J'ai écrit le livre en anglais et en français en même temps. Donc, en anglais, c'est tout simplement Flowers of Darkness. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le sujet du livre pour celles qui ne l'ont pas lu? C'est un book club, mais bon, voilà. Et cette idée de dystopie, alors c'est un mot que j'ai appris, c'est une fiction qui décrit un univers, un monde utopique sombre. Alors ma fille hier me disait mais comment, moi c'est mon genre littéraire préféré, comment tu ne connais pas ce mot dystopie? Je me sentais un peu... Et elle m'a sorti toutes sortes de livres, de films. J'ai commencé à regarder Black Mirror hier pour ne pas me sentir complètement perdue. Mais on y reviendra. Donc dans un premier temps, je vous écoute pour faire un petit résumé avec Merci. vos mots. Alors moi, je n'avais pas du tout prévu d'écrire ni une dystopie, ni un roman d'anticipation. Ce n'est absolument pas un genre littéraire que j'affectionne, mais que j'admire d'ailleurs beaucoup, mais je n'avais absolument pas prévu de partir avec ça bille en tête. Simplement, ce livre est né de conversations que j'ai pu avoir avec mon père
le grand futurologue et scientifique Joël de René, que certaines d'entre vous connaissent ici. C'est un homme absolument passionnant qui nous a toujours projeté dans l'avenir, puisque c'est son métier, puisque c'est son travail. D'ailleurs, il a cette phrase, je crois qu'il l'a piquée à quelqu'un de célèbre, mais je ne sais pas qui, mais j'ai toujours entendu mon père dire « Le futur m'intéresse parce que c'est là où je vais passer le reste de ma vie. » Et moi, je me suis toujours intéressée jusqu'ici au passé, comment le passé revient comme un boomerang, comment le passé intervient sur le présent. Et j'avais toujours trouvé que parler du futur, c'était anxiogène, que cela ne faisait pas partie d'un terrain d'inspiration qui pouvait m'intéresser en tant qu'écrivain. Et à force d'avoir ces conversations avec mon père sur l'intelligence artificielle, justement, sur comment celle-ci s'immisce dans l'intimité de nos vies à notre insu, ce roman se passe, je le précise, dans un futur très proche. Hein. Nous sommes en 2034 ou 2035. Ce n'est pas un roman qui fait étalage d'une connaissance technique où je ne fais pas étalage de mots qui pourraient hérisser toutes sortes de lecteurs qui n'ont pas l'habitude de ce jargon-là, moi en premier. J'ai choisi d'aborder ce futur proche et les dérives possibles de l'intelligence artificielle tout simplement à travers l'intimité d'une femme. Ce roman démarre par une femme, Clarissa, qui a un certain âge, puisqu'elle a été mariée 2 fois, puisqu'elle a une fille d'une 40aine d'années, puisqu'elle est grand-mère. Et cette femme, on comprend qu'elle vit un moment très compliqué dans son mariage et qu'elle quitte son mari, on ne sait pas pourquoi, mais qu'elle est visiblement très échaudée et elle doit trouver un endroit pour vivre. Et donc, le début du roman démarre avec Clarissa qui cherche un appartement. Beaucoup de mes romans, d'ailleurs, commencent comme ça, que ce soit Le Voisin, L'appartement témoin. Je suis un peu obsédée par les appartements. Oui. Voilà. Et donc, elle, de façon un peu trop hâtive, parce qu'elle est à fleur de peau, parce qu'elle elle a tellement envie de déménager qu'elle ne fait pas attention, eh bien, elle accepte de signer un bail avec une résidence artistique qui s'appelle Casa, très moderne, très connectée, dans un endroit, un quartier nouveau de Paris qui a été reconstruit. C'est un grand bâtiment de 8 étages. Elle a l'appartement du dernier étage. Et dans cet appartement, il y a un assistant virtuel. Donc, les assistants virtuels existent déjà, hein, vous les connaissez. C'est Siri qui est dans votre téléphone, c'est dit Google, c'est Alexa. Sauf que dans 15 ans, évidemment, les assistants virtuels seront beaucoup plus sophistiqués et capables, bien sûr, de nous connaître beaucoup mieux et de nous aider à notre vie. Donc, Clarissa va emménager dans cet appartement hyper connecté, dans une résidence artistique qui n'abrite que des écrivains, des poètes, des sculpteurs, des musiciens. Et elle pense qu'elle va pouvoir tourner la page, se sentir très bien dans cet endroit. Évidemment, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Et donc, dans ce roman, sans vous en dire trop sur le plot, parce que je ne veux pas non plus tout vous dire, je vous invite à flirter sur la paranoïa d'une romancière un peu trop fragile qui, assez rapidement, va se faire un film, on va dire, sur qu'est-ce que c'est que la résidence Casa et qui il y a derrière. Et le roman part de là. Ouais. Alors, bon, on va aller un peu plus loin dans le roman parce que vous plantez le décor après des attentats assez terribles à plusieurs endroits de la planète. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, j'avais pas, enfin, j'étais un peu perdue quelque part. Je ne savais plus où j'étais. Alors, j'étais contente de retrouver Paris et puis en fait, j'avais pas retrouvé Paris parce on comprend, il y a une histoire de tour. On comprend pas tout de suite que c'est la Tour Eiffel. Je me suis dit, c'est peut-être le 11 septembre. Il y
a un grand vide, mais New York, Paris, où sommes-nous? Voilà, donc on est un petit peu perdu dans cette espèce de confusion. Et puis, il y a cette angoisse permanente qui monte, et qui est de plus en plus anxiogène finalement, où elle se retrouve dans un environnement qui est source d'angoisse, mais il y a encore plus d'angoisse qui arrive parce que toutes les histoires qu'elle a sont encore plus angoissantes quelque part. Son ex-mari, l'appartement qu'elle redécouvre, la maîtresse qui n'est pas une maîtresse, qui est une poupée mécanique. Ça, il ne faut pas le dire, je suis désolée, vous êtes en train de flinguer mon livre là. C'est nul. Ah oui, mais Ah qui n'a non. pas lu? Alors, on va poser la question. Qui n'a Ah pas lu? non, mais là, Pas il y a parler. plein de gens qui ne l'ont pas lu, alors dites pas ça. Normalement, elles sont censées l'avoir lu parce Mais que non, elles ne l'ont pas toutes lues. mais donc voilà, donc, et on retrouve aussi dans d'autres romans, comme dans Sentinelle de la pluie, ce sentiment d'angoisse aussi. Voilà, il y a plein de gens qui me disent Il y en a par une qui message, n'a pas pas lu. lu. Ouais, il y en a une qui Bon, l'a. Ouais. alors, s'il vous plaît, il faut oublier tout ce qu'on vous a dit là. On recommence à zéro. D'accord. Il faut Merci. que j'oublie ce que j'ai lu. Est-ce que vous voyez cet avenir de façon noire et angoissante, ou est-ce que c'est la façon dont... Voilà, plein de gens ne l'ont pas lu. Donc, je précise tout de suite, parce que là, vous êtes en train, non seulement vous flinguez l'intrigue de mon livre, mais en plus, vous le présentez d'une manière totalement anxiogène. Donc, les gens vont se dire, oh là là, quelle horreur, on ne va pas lire ce livre. Donc, je voudrais simplement préciser que ce livre n'est pas du tout un roman qui fait peur, dans le sens où j'ai envie de vous donner des cauchemars. C'est l'exploration d'une paranoïa, en fait. C'est-à-dire, c'est une femme qui est à fleur de peau parce qu'elle est en pleine séparation maritale. Et j'ai voulu aussi montrer à quel point les romancières peuvent se laisser embarquer dans leur imaginaire. Et donc, elle se fait un film. Et c'est ce film-là que je vous invite à visiter. Maintenant, ce roman, même s'il plante un décor qui est anxiogène, je vous l'accorde, puisque Paris a connu toute une série d'attentats, dont un dévastateur concernant la Tour Eiffel, mais c'est aussi un roman qui explore les lieux. Et Clarissa était géomètre dans une autre vie. Son métier, c'était les cadastres. Et il y a deux ombres littéraires très importantes qui planent sur ce livre, du début jusqu'à la fin, Virginia Woolf et Romain Gary, à qui je voulais rendre hommage. Et donc, je voulais montrer comment ces écrivains-là ont investi leur lieu d'écriture, comment ils travaillaient là, comment le fait d'avoir mis fin à leur jour aussi au cœur de ce que Clarissa appelle leurs territoires intimes, a créé ce mythe qui font que Virginia Woolf et Romain Gary aujourd'hui restent ces icônes incroyables qu'ils sont encore nombre d'années après leur mort. Donc, dans cet appartement hyper moderne, hyper connecté, où Clarissa se retrouve confinée, alors c'est un mot qui est devenu incroyablement actuel, parce que je sais que vous êtes toutes confinées là où vous êtes, sauf que je vois quelques jardins et quelques arbres, et je vous envie beaucoup, mesdames, parce que nous, à Paris, c'est beaucoup moins rigolo, je peux vous assurer. C'est moins drôle. En tout cas, je n'avais pas du tout prévu de mettre en scène une écrivaine confinée dans un appartement. C'est très étrange de se faire rattraper par ce qui se passe autour de nous. Et ce qui est anxiogène, me semble-t-il, c'est pas tant ce qui arrive à mon personnage, c'est l'impression qu'elle s'en fait elle. Et c'est là où j'insiste sur le fait que vous avez le choix de dire, finalement, Clarissa, elle est fragile, elle est à fleur de peau, et comme vous le dites, tous ces traumatismes reviennent la hanter parce qu'elle dort mal. Ou vous avez le choix de vous dire, mais attendez, est-ce que finalement elle n'aurait pas raison? Est-ce qu'il y a des questions à se poser sur cette fameuse résidence Casa et ce futur angoissant qui se dessine à travers les nouvelles technologies et à travers le paramétrage des assistants virtuels, des robots, etc., qui peuvent nous enlever à nous, êtres humains, toute une partie de notre humanité et de notre humanisme. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi Virginia Woolf et Romain Gary?
C'est vrai que personne ne les avait mis en parallèle, enfin à ma connaissance, hein, bien sûr, peut-être que ça a été fait, mais comme vous le savez peut-être, j'ai beaucoup d'admiration pour cette écrivaine-là, Daphné du Maurier, à qui j'ai consacré d'ailleurs une une biographie. biographie qui s'appelle Manderley Forever. Oui. Et donc, j'ai beaucoup appris en allant sur les traces de Daphné du Maurier. Ça a été un fascinant voyage d'aller en Cornouailles, d'aller sur ses pas, de rencontrer sa famille, de voir là où elle avait habité, là où elle avait créé. Et donc, pour expliquer le parcours de mon écrivaine Clarissa, pour lui expliquer comment elle était venue à l'écriture par les lieux, justement, parce que il faut savoir que dans ce livre, j'explore les lieux sur plusieurs niveaux. Nous avons le lieu topographique, concret, tel qu'il existe pour un géomètre avec un cadastre, c'est-à-dire millimétré, qui est le lieu où nous habitons, qui est notre lieu d'intimité, qui est notre lieu de création et de vie et de mort dans le cas de Virginia Woolf et Romain Gary. Nous avons le lieu qui peut être aussi le corps d'une femme. Et là, je reviens à Gaston Bachelard qui disait que notre âme est une demeure et que là, quelque part, le corps, parce que Clarissa a souffert de traumatismes qui vont revenir. Les lieux intimes peuvent être aussi un corps. Qu'est-ce qu'elle a souffert dans son corps? On va l'apprendre. Et puis, bien sûr, il y a le lieu psychique cher à tous les écrivains, à Virginia Woolf, à Romain Gary, à Daphné du Maurier et à celle qui vous parle aujourd'hui, qui est l'endroit où nous partons quand nous créons et nous espérons vous prendre par la main et vous emmener avec nous. Donc c'était important pour moi de montrer l'univers de Clarissa, son univers créatif, qui a été tellement influencé par Romain Gary et Virginia Woolf, qui n'avaient pas grand-chose en commun. Ils ne se sont pas lus, d'ailleurs, je n'ai pas eu connaissance de Virginia Woolf lisant. Non, c'était pas possible c'était possible que Virginia Woolf lise Romain Gary, mais elle ne l'a pas fait. Et en tout cas, Romain Gary n'a jamais mentionné Virginia Woolf dans ses interviews et ses articles. Mais qu'est-ce qu'ils avaient en commun, ces deux écrivains? Ils avaient en commun qu'ils étaient casaniers, en même temps des grands voyageurs, mais qu'ils aimaient écrire chez eux. Et puis, ils avaient en commun, bien sûr, le fait qu'ils ont choisi chez eux pour mettre fin à leur jour. Et c'est ça qui fascine Clarissa, sans aucune morbidité, simplement parce elle lui semble que d'aller sur leurs traces, quelque part, c'est de recevoir ce qu'ils ont pu laisser à travers ces murs. Et c'est ce que j'ai ressenti moi-même en allant à Monk's House, la maison de Virginia Woolf près de Brighton, grâce à Augustin Trapenard, ce merveilleux journaliste avec qui j'ai fait une émission qui s'appelle 21 centimètres. Et nous l'avons tournée dans la maison de Virginia Woolf, qui est une merveille, exactement telle que je la décris dans mon livre, avec ce jardin extraordinaire. Et vous avez l'impression que Virginia Woolf va ouvrir la porte et rentrer avec son sécateur à la main et ses roses. Donc, c'était tout simplement aller à la rencontre de ces deux monstres littéraires à travers l'empreinte des lieux. Oui, et un en Angleterre et l'autre à Paris aussi. Voilà. On termine, on est toujours dans le bicéphale. Oui, exactement. Ce qui peut nous amener justement à parler de cette écriture que vous dites, vous avez écrit, ce livre que vous avez écrit en deux langues et de façon simultanée. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, c'est vrai qu'au début, jusqu'ici, j'ai dû choisir une langue d'écriture puisque j'ai la chance d'être bilingue, comme je crois beaucoup d'entre vous ici. Et j'avais donc toujours une question en débutant un roman, est-ce que je l'écris en anglais ou est-ce que je l'écris en français? Et après, en général, je ne suis pas traduite, je suis traduite plutôt par des traducteurs et c'est toujours un moment un peu compliqué. On m'a toujours dit, vous ne pourrez pas vous traduire, ce n'est pas quelque chose qu'un écrivain doit faire, se traduire soi-même. Et jusqu'ici, j'avais toujours cru ça. Et puis là, comme je voulais explorer justement ce que c'est d'avoir un cerveau hybride, parce qu'il y a une grande partie du livre qui est vouée au bilinguisme, justement, quand on a ce cerveau hybride, quelle est notre langue maternelle finalement et quelle est la langue d'écriture? Moi, j'en ai deux.
comme j'ai 2 langues maternelles, en fait, c'est très difficile pour moi de faire le choix d'une langue. And for those of you who don't believe me, then we can continue this conversation in English so that you can understand that it's very easy for me to switch d'une langue à l'autre et que dans l'écriture, c'est un crève-cœur de devoir choisir une langue sur l'autre. Et donc, je me suis dit, but what if I tried out a new experiment, writing this book at the same time in both languages? So that meant 2 pages ouvertes sur mon ordinateur en permanence, 1 page in English, 1 page en français. Et donc, j'écrivais mon texte. Oui, je vois bien vos yeux tout ronds qui me regardent. C'est double travail. Oui. Et mon mari me disait, mais tu es complètement malade. Déjà, écrire un bouquin, c'est un truc quand même complètement fou. Mais là, qu'est-ce que tu as de la fumée qui sort des oreilles. Et je me suis dit, ça ne va pas durer. Je vais faire 3 ou 4 pages comme ça et je ne vais pas tenir le coup. Et en fait, je me suis prise à mon propre jeu. Donc, très concrètement, ça voulait dire que lorsque le mot ne me venait pas en français, pof, je passais à l'anglais. Et c'était parfois l'anglais qui me donnait une idée encore meilleure. Donc, ce n'était pas comme s'il y avait un texte d'origine figé dans le marbre et je me tenais à ce texte d'origine. Non, c'était comme si le texte était donc totalement bicéphale et que j'allais de l'un à l'autre en modelant en permanence l'un par rapport à l'autre. Et du coup, ça a été un jeu littéraire, ça a été un jeu linguistique. Je ne me suis jamais autant penchée sur les subtilités de la langue française et anglaise de ma vie. Déjà, il faut que je vous précise que je déteste traduire. Si vous m'envoyez un texte à Anne-Pierre en me disant « Oh, chère Tatiana, as you're bilingual, could you please translate this text for me ?» Ouais. Je vous regarde avec désespoir parce que je déteste faire ça. Maintenant, quand c'est réadapter son propre texte, c'est très différent. Et je sais qu'il y a des écrivains qui font ça. Hein. Nancy Houston le fait, Romain Gary l'a fait, Julian Green le fait, Samuel Beckett, Nabokov l'a fait. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui vient naturellement à un écrivain bilingue. Maintenant, est-ce que je vais continuer à faire ça? Je ne sais pas. Parce que, comme vous le dites si bien, c'est un double travail. Mais ça a été un travail absolument fascinant. Et donc, je me retrouve avec un texte qui… Parce que vous savez, quand on reçoit sa traduction, que ce soit la traduction de Manderley que j'ai écrit en français et j'ai reçu la traduction anglaise, ou que ce soit la traduction Sentinelle de la pluie, par exemple, et vous recevez la traduction que j'ai écrite en anglais et vous recevez la traduction française, il y a toujours un moment où vous ne vous reconnaissez pas, c'est pas vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, je n'ai pas eu ce problème-là. C'est mon texte dans les 2 langues. Et ça a été fantastique. Donc, je pense quand même que je vais continuer à faire ça. Peut-être pas en même temps parce que c'est trop dingue, mais en tout cas, je réadapterai moi-même le texte Anglais, je pense, ou français, ouais. si j'écris en français. Et Voilà. alors, vous, justement, qui écrivez aussi facilement dans une langue que dans l'autre, qu'est-ce qui vous semble être les points, les points communs entre écrire en anglais et en français et les différences, si je peux dire? Alors ça, c'est très difficile de vous répondre parce que je dirais qu'on a un rapport très instinctif, très intime avec une langue. L'anglais, c'est la langue de ma mère. Je parle anglais à ma mère, ma sœur, mon frère, mon fils. Je parle français à mon père, mon mari, ma fille. Ah oui, C'est-à-dire que je ne parle pas la même langue à mes 2 enfants. d'accord. Pourquoi? Je serais incapable de vous répondre. Je ne sais pas dans quelle langue je rêve. Je ne sais pas dans quelle langue je compte. Mais je dirais que quand on explore l'écriture par un biais linguistique, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'attirent plus dans une langue ou dans une autre. Mais ça, c'est un point de vue strictement personnel. Par exemple, en français, nous avons la possibilité, lorsque nous utilisons des dialogues, d'utiliser le tu et le vous, ce qui n'est pas possible en anglais. Notamment pour ces conversations un peu terrifiantes entre le docteur de Winter et Clarissa, c'est vrai que parfois on se dit que le vous met plus de distance, assoit une autorité.
Mais en même temps, l'anglais a cette particularité d'être très, très fluide, je trouve, dans les conversations. Toute la partie du paramétrage de la fameuse Mrs. Dalloway, qui est donc l'assistant virtuel de Clarissa, je vous dirais en toute honnêteté que j'ai préféré l'écrire en anglais parce qu'il m'a semblé qu'elle coulait mieux en anglais, qu'elle était plus percutante, qu'elle était plus sharp, qu'elle avait plus d'impact. Euh, je l'ai écrite en français, en anglais, cette partie-là, ça je le sais, et je l'ai ensuite, bien sûr, adaptée au français. Mais en même temps, je remarque quand je me trouve face à une personne parfaitement bilingue comme moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que nous ne savons pas trouver la langue dans laquelle nous parler. Nous allons sans cesse de l'anglais au français. Nous ne pouvons pas choisir une langue. Ouais. Donc, le débat est vaste. La traduction, c'est compliqué. Je sais que mes traducteurs ont été tristes de ne pas pouvoir traduire ce nouveau livre. Et d'ailleurs, ma traductrice habituelle m'a dit « Mais ce que tu fais, c'est impossible. Tu ne peux pas faire ça. » J'ai dit « Oui, je me rends compte que c'est très compliqué. Mais c'est une expérience linguistique. » D'ailleurs, je la décris dans le livre, hein, très précisément, que Clarissa a l'impression de devenir une espèce d'abeille vorace qui a deux ruches d'écriture, l'anglais, le français, et qu'elle va de l'un à l'autre pour glaner ce nectar qui en fait fait un récit, certes un récit, mais deux livres. Et après, je vous précise que j'ai lu à voix haute en permanence les deux textes dans les deux langues. Incroyable. Oui. Oui, ça, c'est vraiment très intéressant, cette partie bilingue, parce que, et à la fois aussi, l'objet de la résidence porte là-dessus de Clarissa. C'est ça. Ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé, j'ai un peu peur de parler trop du roman maintenant, mais oui, parce qu'il y a 3 personnes qui ne l'ont pas lu. Elles nous l'ont dit. Hein. voilà. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qu'on retrouve dans ce livre et aussi dans d'autres livres que vous avez écrits, ce sont, et ça va plaire à notre amie Carole Chrétienneau, ce sont ces 4 générations de femmes, en fait. Il y a souvent… Et puis il y a aussi, il y a le papa de Clarissa qui a Oui, presque 100 oui, ans. oui, et une famille, Oui. et un cadre familial important, des maisons, un cadre familial important, des femmes, un dialogue. Ça, c'est des choses qui sont très présentes. Et oui, bon, je vais poser une question complètement stupide sur le. Allez-y. Non, mais sur cette espèce de féminisme quelque part. Est-ce que vous vous sentez, ouais, vous portez quand même la voix des femmes aussi? Est-ce Vous que savez, moi, c'est un combat? j'ai eu la chance d'être élevée aux États-Unis et d'être élevée en Angleterre où le mot féminisme n'a jamais fait peur, en fait. Et je remarque qu'en France, les gens sont très frileux avec ce mot-là et imaginent tout de suite des harpies voilà, qui sont prêtes à dégainer tout de suite, sortir les kalachnikovs. Euh, je porte la voix des femmes, mais je pense que, en tant qu'écrivaine, je suis loin d'être la seule à, à espérer, à croire que, voilà, même d'un point de vue, là je vous parle de quelqu'un qui fait partie de ce qu'on appelle la Ligue des auteurs professionnels que je défends beaucoup en ce moment face aux décisions prises par le gouvernement pour aider notre statut d'écrivain. Donc nous estimons que nous avons droit évidemment d'avoir des avaloirs totalement égaux à ceux de nos confrères masculins, bien sûr. Mais pour revenir à la littérature et aux livres, il m'est arrivé aussi de prendre comme héros des hommes, parce que c'est toujours très tentant de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre quand on est romancière. C'est toujours très tentant de s'imaginer homme, puisqu'on n'a pas vraiment l'occasion de le faire dans la vraie vie. Mais pour revenir à ce livre-là, j'avais vraiment envie, effectivement, d'avoir ces 3 tons différents de femmes.
Clarissa, qui est donc une femme d'un certain âge, on est en 2034 et qu'elle est née en 1961, donc vous faites le calcul. Ensuite, il y a sa fille Jordan, 44 ans, et puis il y a la délicieuse Adriana, qui est sa petite fille, une adolescente intrépide de 14 ans. Et le ton utilisé par chacune de ces protagonistes, évidemment, est très différent. J'ai beaucoup aimé créer les dialogues d'Adriana, qui invente aussi toutes sortes de choses qui n'existent pas encore, des protocoles de communication. Ce qui est fascinant quand on écrit sur le futur, c'est qu'on peut inventer des choses qui ne sont pas encore là, comme par exemple, à un moment, on demande à Clarissa quels sont ses stars de cinéma préférées, ses chanteurs préférés. Donc, je cite, d'ailleurs, à chaque fois, la personne qui corrigeait mon roman, ce qu'on appelle les copy editors, me disait But these people don't exist. Je disais Yes, we're in the future. Et donc, à un moment même, à un moment que je mets quelque chose qui se passe sur sa tablette et le correcteur me disait mais attendez, il faut préciser, c'est un iPad, c'est un mobile. J'ai dit non mais attendez, vous savez, dans 15 ans, on va peut-être communiquer avec des trucs de fou. Peut-être que ça sera un poudrier ou un rouge à lèvres. Donc je voulais pas être trop précise sur les détails techniques du futur. Mais pour revenir à votre question, je crois que dans ce livre plane une menace, vous l'avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure et je vais revenir dessus très légèrement pour ne pas trop donner de choses pour nos lectrices qui ne l'ont pas encore lu. Il est question de sexualité dans ce livre. Il est question de mariage, de sexualité, d'intimité. L'intelligence artificielle, qui est déjà là, crée de jour en jour, imagine de jour en jour, des situations à coup d'algorithmes, à coup d'essais, à coup d'imagination également, des situations qui sont en train de devenir terriblement concrètes. J'ai voulu explorer justement cette sexualité. Et ce qui arrive à Clarissa est pire qu'un camouflet. C'est un choc. Mais beaucoup de gens ont cru que c'est quelque chose que j'avais totalement inventé dans un esprit tordu. Alors, je vous l'accorde, et Carole Crétienneau le sait, j'ai un esprit tordu, mais je vous assure que tout ce que j'ai mis en scène là existe déjà. C'est-à-dire que nous avons maintenant, aujourd'hui, à notre disposition, si nous le souhaitons, toutes sortes de gadgets sexuels. Et d'ailleurs, il y a eu un boom des sex toys pendant le confinement. Ça non plus, je ne l'ai pas inventé. Vous pouvez aller chercher sur Internet. C'est assez incroyable. Parfois, on se dit, mais où est-ce qu'on va? Et c'est justement cette question-là qui, moi, m'obsède. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Où est-ce que ça va nous emmener? Comment est-ce que ça va changer nos rapports de mari et femme, d'époux? Qu'est-ce que ça va pouvoir, comment ça va interférer dans notre intimité, dans notre corps? Et tout à l'heure, je vous ai parlé de corps. Clarissa a vécu un traumatisme dans son corps et elle va en vivre un autre dans ce qu'elle va découvrir. Et donc, j'ai fait pas mal de recherches pour essayer de comprendre toutes ces possibilités dans le domaine de la sexualité que propose l'intelligence artificielle. Et je peux vous dire, alors il y a une expression que j'adore en anglais, it's jaw dropping, ça veut dire qu'on a la bouche qui fait ça. Même un scénariste le plus fou, même une romancière la plus tordue, ne pourrait pas imaginer une seconde ce qui est en train de se faire, ce qui est en train d'exister là, et comment ça sera dans 15 ans. Ah oui. Tadam! Ce qui est incroyable, c'est d'avoir lu ce livre, en ce moment et de se retrouver effectivement maintenant constamment derrière des écrans, à communiquer, des choses qu'on imaginait absolument pas possibles. On est encore en train de regarder nos photos sur nos portables en disant mais c'était la vie d'avant. Mais c'est complètement fou. Et vous savez, il y a un passage dans mon livre où donc il y a une terrible canicule. Ouais. Et donc, on demande aux Parisiens de rester chez eux parce qu'on sait que les températures vont frôler les 50 degrés, ce qui nous pend en est d'ailleurs, je vous signale malheureusement, vu ce qui se passe et vu le climat. Donc, Clarissa
se confine chez elle pendant cette canicule effroyable qui s'abat sur Paris. Et donc, moi, j'avais décrit un Paris complètement désert, survolé par des drones. Euh, et, et ça a été surréaliste de découvrir ce Paris-là, ce Paris confiné, ce Paris totalement... ces images d'un Paris vide. Jamais je n'aurais pu croire un instant que j'allais être attrapée par ce que j'ai écrit. Mais ça m'est déjà arrivé, vous savez, quand j'ai écrit sur la Seine, il n'y a pas longtemps. J'ai écrit il y a 2 ans un livre qui s'appelle Sentinelle de la pluie. Je raconte une crue de la Seine telle qu'on pourrait la vivre aujourd'hui. Oui. Et juste avant la parution de mon livre, la Seine a débordé. Ah oui, ah oui, donc vous êtes un peu, oui, vous avez Donc ce côté visionnaire qu'ont les artistes, effectivement. Je pense que mon prochain livre, je vais écrire un livre très feel good où tout le monde tombe amoureux, tout se passe très bien. Et il y a a happy end for everybody, mais je pense que tout le monde aura compris que j'aurais eu une lobotomie et que c'est pas moi qui l'écris parce que j'écris pas des feel good. Je suis drôle dans la vie et assez noire dans mes livres. Oui, non, je ne vais pas Sauf vous que poser la ce question. livre se termine bien quand même, hein, on est d'accord. Oui, oui, on est d'accord, absolument. Faut le dire. Non, non, absolument. Je ne vais pas vous poser la question sur est-ce que vous allez écrire sur le confinement parce que vraiment. Mais attendez, je vais vous faire une confidence inouïe. Euh, Alors, on a eu, pour celles d'entre vous qui ne sont pas à Paris, on a eu des grèves épouvantables au mois de décembre dernier à Paris. Paris était complètement paralysé. Les gens étaient hystériques, c'est l'horreur. Il y avait une ambiance absolument épouvantable à Paris. Et un soir de grève, alors que j'ai failli me faire renverser par une trottinette et que les gens étaient complètement, mais vraiment dans un état Tout d'un coup, j'ai eu une idée d'un roman qui pourrait démarrer par un accident comme ça lors d'une grève. Et puis j'ai eu l'idée d'un espèce de huis clos entre 2 personnes. Et pas, on ne va pas dire un confinement, mais 2 personnes qui sont vraiment coincées l'une avec l'autre et le drame qui va sortir de ce confinement. Donc j'avais mis cette idée de côté, évidemment, puisque j'étais censée partir en promotion pour mon bouquin. J'avais 30 rencontres avec des libraires jusqu'en septembre, des interviews, enfin bref. Et puis, comme par hasard, enfin, vous avez compris que tout ça a été annulé, et donc j'ai eu l'esprit qui a été un petit peu plus libre pour penser au prochain livre. Et bien, cette histoire de confinement m'est revenue, et là, je me suis dit, non, mais là, Tatiana, mais franchement, alors, je n'ai pas eu l'idée d'un virus pour l'instant. Oui. Et je pense que là, la réalité dépasse la fiction. Oui. Les histoires de masques. Alors, je ne sais pas ce que les masques, ça donne à Londres, mais nous, à Paris, c'est la folie furieuse. On nous a dit non, vous ne portez pas de masque. Après, maintenant, on nous dit non, il faut porter les masques. Donc maintenant, il n'y a plus de masques. Elle a cherché des masques. Donc, on va vivre masqués pendant les 3 prochains mois, d'après ce que j'ai compris. Donc, tout ça est un scénario. Ce que nous vivons est un scénario complètement fou. Complètement fou. Oui, complètement fou. Oui. Dans votre roman, il est aussi question de frontières. Hein. Il est question aussi, alors ça aussi, hein, le lieu commun du Brexit. Mais bon, ouais, j'ai bien aimé la façon dont vous rebaptisez le train, d'ailleurs. Oui, alors c'est vrai qu'en tant que franco-britannique, d'ailleurs, j'ai toujours pas digéré. Hein, je trouve ce divorce de mes racines extrêmement douloureux et je ne comprends même pas comment ça a pu arriver et comment c'est possible. Donc, j'ai imaginé que mon héroïne, en tant que franco-britannique également, comment elle vit ça. Elle a un père qui vit à Londres, c'est son père qui est anglais, sa mère qui est française, sa mère n'est plus là. Et donc, évidemment, l'Eurostar, je l'ai rebaptisé un autre nom, on va pas le dire pour garder la surprise pour nos 3 lectrices qui n'ont pas lu. Et je parle assez souvent dans ce livre de tout ce sillage finalement que le Brexit a laissé et pour les Anglais et pour les Français, parce que nous sommes quand même le pays, la France est un des pays les plus proches. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant d'aller en Angleterre? Qu'est-ce que ça voudra dire dans 15 ans? Est-ce que ça sera pire? Moi, j'ai imaginé
que c'est pire. J'espère que non, quelque part. L'optimiste que je suis, parce que je suis quand même quelqu'un d'optimiste, espère que il va y avoir, j'imagine, je ne sais pas, un revirement incroyable de situation qui fait qu'on va revenir à la situation d'avant. Mais bon, écoutez, rendez-vous dans 15 ans, on verra bien. On verra bien. En attendant, nous, on fait le maximum pour garder les liens entre la France et l'Angleterre, Oui, vous avez bien les raison. Français et les Anglais, et dans le sens de la réconciliation. Euh, euh, oui, alors donc, il est vrai que quel est votre rapport au cinéma quand vous écrivez un livre? Est-ce que, bon, j'imagine, en tout cas pas pour Elle s'appelait Sarah, mais est-ce que vous pensez à des adaptations cinématographiques ou séries de vos romans? Alors, depuis 2 ans, je suis devenue scénariste. J'écris des scénarios pour des séries télé avec d'autres scénaristes. J'apprends beaucoup. J'ai fait ça aussi il y a une quinzaine d'années. euh, euh, Avant d'avoir écrit Elle s'appelait Sarah, justement, je travaillais avec pas mal de producteurs pour développer des séries. Donc, il y en a certaines qui sont passées à la télé, des choses absolument pas glorieuses. Hein, donc, ne cherchez pas, ça n'a aucun intérêt, mais ça m'a beaucoup appris, justement, l'écriture ce qu'on appelle une Bible, qui est donc le document qui permet aux producteurs d'avoir toutes les infos sur vos personnages, la construction des arches narratives, comment on construit. Comment on construit une série, quels sont les thèmes qu'on veut utiliser. Donc, j'ai toujours en tête quand j'écris un livre, et c'était aussi le cas pour Elle s'appelait Sarah, mais bon, ce livre a mis très longtemps à être publié, donc ça c'est une autre histoire. Mais j'ai toujours mon propre film, mais ça je pense que tous les écrivains l'ont. Oui. Ensuite, j'ai la chance aussi d'avoir plusieurs de mes livres qui ont été adaptés au cinéma, 4 en tout. Donc, c'est vrai que c'est toujours très étonnant de découvrir la vision d'un réalisateur. J'ai appris à lâcher prise, à accepter que le réalisateur mette sa marque sur mon livre, parce que je trouve que de faire un copier-coller euh, euh, très proche du livre n'est finalement pas très intéressant. Moi, j'aime bien le fait que les réalisateurs apportent autre chose. Une nouvelle idée, une nouvelle fin, que sais-je, un nouveau personnage. Donc, je suis toujours très ouverte à ça. Et puis là, j'ai des projets très excitants, mais je ne peux pas vous en dire plus, pour la télé, justement, pour les grandes plateformes. Je suis en production, on va dire. Enfin, là, non, parce que tout est un peu stoppé par cher monsieur Covid-19, ou madame d'ailleurs. Hein, je ne sais pas si monsieur le Covid-19 est une entité féminine ou masculine. It's a very interesting question. Mais donc, je suis actuellement au travail sur 2 séries avec des univers incroyablement différents et qui m'apprennent beaucoup. Toujours, je trouve que ces formes d'écriture très différentes que sont la série et le roman, moi, ça me plaît énormément, les passerelles entre les deux. Qu'est-ce que moi, je peux apporter en tant que romancière à un scénariste qui n'a pas une expérience de roman, et qu'est-ce que lui peut apporter à une romancière qui n'a pas justement une grande expérience d'une écriture scénaristique. Donc, c'est un travail passionnant et j'apprends beaucoup. Ouais. Et nous aussi, là, c'est formidable. On peut vraiment j'ai encore une dizaine de Mais questions. allez-y, Je moi j'ai ne rien vais d'autre pas à faire ce monopoliser soir. la Hein. parole parce que vraiment, on Mais apprend non, écoutez, énormément de choses. je suis ravie de répondre à vos questions. Je suis très frustrée de ne pas pouvoir le faire en ce moment. Donc, Ah oui, mais j'espère que vous allez venir bientôt à la librairie La Page et qu'en septembre, on va vous voir. Je pense emmener notre groupe de Londres à Brighton. Ça, c'était une idée qui me trottait dans la tête. alors, si vous allez à Brighton, Ouais. faites un petit détour par la maison de Virginia Woolf qui est à... C'est ça, pour voir la maison. Ah, mais s'il C'était vous ça plaît. l'idée du trip. Ah Ouais, oui, parce ouais, que ouais. cette maison est merveilleuse. Et si vous vous intéressez justement à ce personnage incroyable qui était Virginia Woolf, allez-y, vraiment. Oui, oui. Et puis, on a essayé de la lire en anglais dans le book club. C'était un peu compliqué. Hein. C'est vrai Oui, que c'est compliqué. c'est pas Je facile. vous l'accorde.
C'est compliqué. Mais alors, j'ai un autre tuyau pour vous. Si Oui. vous voulez lire Virginia Woolf, lisez son journal. Ah, Il est d'accord. merveilleux. Là, j'ai donc dans ma bibliothèque, j'ai son journal. Alors, vous prenez les extraits, parce qu'elle a écrit un journal pendant X années, donc c'est tellement long, c'est un peu long, mais vous prenez en anglais les extraits de Mhm. son journal qu'elle a tenu pendant 25 ou 30 ans. Mhm. Et c'est absolument formidable parce que non seulement elle parle de sa vie de tous les jours, des recettes de cuisine qu'elle peut rater, du temps qu'il fait, des critiques littéraires qui massacrent son bouquin, de ce que ça lui fait, des problèmes. Alors évidemment, il a été, je pense, extrêmement expurgé de toutes sortes de choses qu'on n'a pas voulu, voilà, dans la forme qu'il est aujourd'hui, je pense qu'il Oui, n'existe pas tel qu'elle a écrit, mais oui. c'est facile à Elle lire. parle de sa dépression un peu dans le livre, dans son Oui, journal. Mm. mais je pense que c'est une façon tout à fait, peut-être plus simple d'aborder Virginia Woolf, qui est un écrivain ardu, c'est vrai. Oui, des descriptions très longues et Oui, très c'est compliquées. vrai. Je voulais quand même donner la possibilité à nos lectrices et à notre public Évidemment, nombreux de, bien sûr. de poser des questions. Euh, et Avec joie. oui, voilà. Donc, attends, où est-ce qu'elle est? On va demander à Isabelle. Isabelle, est-ce que tu nous entends? Quoi? Non, Voilà. moi j'ai lu le Isabelle, livre. Moi j'ai lu le livre, c'est déjà ça. Non, moi je voulais savoir quelle était la part d'expérience personnelle dans le livre. Parce alors, que bon, c'est quand même très. Il y a des alors, parallèles évidents. alors, beaucoup de gens pensent que je suis Clarissa, Mm. mais je peux t'assurer, ma chère Isabelle, que si j'avais voulu parler de moi, je me serais pris d'une autre manière. Simplement, on pourrait peut-être imaginer que Clarissa, c'est moi dans 15 ans, peut-être, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas vécu les traumatismes qu'elle a vécu, on va Non, pas, non, 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 je mais sais, mais. je n'ai pas vécu ça. Par contre, le rapport à la langue, Mhm. euh, c'est la mienne. Et puis, il y a une histoire d'héritage qui, je pense, t'a fait sourire. Ouais. Je me suis vengée. Les écrivains sont des gens parfois un peu. Voilà, je me suis vengée d'une situation familiale absolument horrible que tu connais très bien parce que tu connais très bien ma sœur. Oui, oui. Ça ne va pas beaucoup intéresser nos amis ce soir, mais je me Ah. suis vengée d'une histoire terrible que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Alors Non, et puis évidemment, il y a aussi la partie Guattari. alors c'est vrai que j'ai voulu aussi finir ce livre dans une lumière. Et il y a un lieu que j'aime particulièrement qui est Guétari. Et donc, du coup, j'ai voulu décrire un lieu que j'adore, où mes parents vivent et qui me manque. Donc, il y a plein de... Mais tu sais, dans tous mes livres, il y a des morceaux de moi. Mais je ne suis pas le genre d'auteur qui fait de l'autofiction. Ça va peut-être venir. Je dirais que les angoisses que Clarissa peut avoir, je les comprends. Elle fait de l'hypnose à un moment, j'en ai fait. Ouais. Mais la trahison que vit son mari, ben, je prie pour que mon mari ne me fasse jamais un coup pareil. Euh, mais en même temps, j'ai adoré créer ce personnage. Je la trouve très attachante, cette femme. Ouais, ouais, J'adore le fait que, par exemple, dès qu'elle a peur, elle va chercher. Elle est très grande dans la vie. D'abord, elle ne me ressemble pas du tout physiquement. Elle est rousse, aux yeux bleus, et elle fait 1,80 m. Bon. Donc, dès qu'elle a un peu peur, elle va chercher dans son placard un espèce de blouson en cuir et elle met des talons encore plus hauts pour être encore plus grande parce qu'elle a l'impression qu'ainsi elle domine les gens. Et j'adore sa personnalité. Je trouve que le binôme qu'elle fait avec sa petite fille, bon, moi j'ai pas encore de petite fille, j'ai inventé une petite fille que je n'ai pas encore, je l'aurai peut-être jamais, mais j'ai Elle adoré. est très sympathique, en tout cas, oui. Oui, mais donc, tu as raison, il y a beaucoup de choses personnelles dans ce livre, les lieux, Ouais, Virginia Woolf, Romain Gary, ouais. et puis peut-être aussi euh, ce, ce- l'imagination, se laisser emporter par son imagination. Ouais. Clarissa fait ça beaucoup.
je le fais aussi. Mais ça, je pense que c'est le propre de beaucoup d'écrivains. Alors, il y a une dame qui dit, j'ai une question. Oui. Alors, c'est Qui a une Dina. question? Dina W. Voilà. Bonjour. Bonjour. En fait, on a une petite anecdote avec les Renet dans la famille. Je m'appelle Isabelle de Vernon. Isabelle de, pardon, je n'ai pas entendu. Isabelle de Vernon. D'accord. Et mon fils, Damien, était en internat à l'époque. C'était un peu compliqué pour lui. Il était en première dans un internat qui s'appelait Saint-Martin. Et votre père est venu faire une conférence. Ah. Il l'a marqué à vie parce qu'on est ensemble, tous en famille, en ce moment confinés. Et votre père avait présenté un livre. Alors, il m'en a parlé tout à l'heure, le surf de l'avenir ou surfer. Surfer la vie. Surfer la vie. Surfer la vie. Il m'en a parlé tout à l'heure et je me souviens très bien que à cette période de sa vie à lui, mon fils, il avait 17 ans, l'intervention de votre père, il l'a trouvé absolument extraordinaire. Ben écoutez, je vais lui dire, oui. Ça va remonter le moral de mon père, oui. Parce qu'en ce moment, il est confiné chez lui et on peut pas, même moi, je ne peux pas voir mes parents, j'imagine que c'est votre situation aussi. Beaucoup d'entre nous ne sont pas confinés. Je sais que mon père souffre beaucoup de ce confinement, que c'est très difficile pour lui, ma mère aussi. Et même là, lundi, on nous a dit, c'est le Premier ministre qui l'a dit, je l'ai écouté juste avant de venir vous retrouver, mesdames, eh bien, nos seniors, on ne va pas pouvoir les embrasser, hein, on ne va pas pouvoir les prendre dans nos bras et on va devoir mettre des masques. Donc, je transmettrai quand même tout ça à mon père. Il sera enchanté. Exactement. Et j'avais quand même une petite question, c'est que tout à l'heure, et je suis très contente, vous avez parlé de votre père, vous avez parlé de l'intelligence artificielle au début de cette interview. Et donc, ma question était, je comprends que votre père vous a influencé au niveau de l'écriture. Et je voulais justement savoir si aujourd'hui, finalement, ce fameux Joël de Renet qui est génial, parce que vous avez un père génial. Mais j'ai une mère géniale aussi. Hein. Et certainement. Mais nous, dans la famille, on connaît plus. Je sais, mais j'essaie toujours de remettre maman là où elle doit être, au top. D'accord. Et demandez à Isabelle, elle connaît ma mère, elle peut affirmer. Mais moi, je voulais savoir, par rapport à ce roman, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous allez me dire oui, forcément, ce fameux Joël de Renet, eh ben, j'ai l'impression qu'il vous a influencé dans votre écriture aujourd'hui. Vous voulez dire pour ce roman-là? Oui, sur l'intelligence artificielle. Mais oui, mais c'est ce que j'ai dit. Vous n'avez pas écouté enfin, vous n'étiez peut-être pas arrivé au début. Mais je voulais que vous m'en reparliez quand même. En fait, je dirais pas que c'est l'influence. Je dirais que ce livre est dédié à mon père. Hein. Oui. À mon père qui m'a appris à regarder le futur. Je dirais que mon père a été un peu, sans le savoir, hein, mon conseiller technique. C'est-à-dire que dès que j'avais une question sur les salles de bain connectées, par exemple, le paramétrage des assistants virtuels, les dérives de justement ce que je disais tout à l'heure au niveau de la sexualité, de l'intelligence artificielle par rapport à notre propre intimité, eh bien, je le questionnais là-dessus. Je le faisais parler, évidemment, mais il faut quand même savoir que c'est un roman, ce n'est absolument pas de la science-fiction, mais ce qui m'a fait très, très, très plaisir, c'est que quand il a fini le livre, il m'a envoyé un long SMS où il me félicite d'avoir écrit un roman où toutes les possibilités technologiques que je décris sont crédibles. Il avait peur, je pense, que j'allais partir dans un délire complètement peut-être pas très crédible, qui n'allait pas se reconnaître en tant que scientifique dans mes propos, dans mes descriptions. Et donc, je suis très fière d'avoir pu écrire un livre qui… D'abord, il lit peu de romans, mon père. Hein. Il lit surtout des ouvrages scientifiques. Il lit pas du tout… il lit que mes romans, on va dire. Je pense que c'est le seul roman qu'il lit. Donc, je suis très, très fière d'abord que ça ne lui tombe pas des mains et qu'il ait pu trouver que mon travail était à la hauteur de ses expectatives. Merci. Merci à vous. Et je lui dirai pour votre fils. Merci. Et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous vivez
connectés. Bon, les réseaux sociaux, forcément, tout le monde un peu professionnellement, on est tous un peu obligés, Facebook et tout ça. Alors, vous savez, c'est drôle parce que ce livre dénonce quand même le temps que nous passons devant nos appareils. Hein. Et c'est comme si ce virus, quelque part, non seulement il nous prive des contacts des gens qu'on aime, et c'est un crève-cœur de ne pas pouvoir serrer nos enfants sur nos bras, nos seins, les prendre, les dévorer de bisous. C'est une torture de ne pas pouvoir voir son frère, sa sœur, ses parents. Moi, je dirais que c'est l'aspect le plus difficile hein, de ce confinement. Et donc, l'ironie du sort, c'est que nous sommes obligés, nous n'avons pas le choix, pour communiquer, pour faire ce qu'on fait là aujourd'hui, eh bien, nous sommes obligés de parler par nos écrans interposés. Et je dirais, Anne-Pierre, que la chance que j'ai eue, entre guillemets, donc mon roman est sorti 2 jours avant le confinement, 2 jours avant la fermeture des librairies, donc vous pouvez imaginer la douleur que ça a été. D'ailleurs, je suis loin d'être la seule auteure dans le cas, hein, on est plusieurs. Mais je dirais que ce qui a sauvé, entre guillemets, mon livre, qui a quand même réussi, et là je vous l'annonce parce que je viens de l'apprendre, il est numéro 7 des meilleures ventes de l'Express cette semaine, ce qui pour moi, je ne savais même pas que j'étais sur la liste et je ne savais même pas que c'était possible parce que vu que les librairies sont fermées, donc je ne sais même pas comment ce livre a fait, c'est encore un coup du docteur de Winter, je ne sais pas, c'est extraordinaire. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, pour un écrivain, dans la situation dans laquelle nous sommes maintenant, ce confinement, si nous ne savons pas maîtriser les réseaux sociaux, si nous ne savons pas faire ce qu'on fait là, eh ben on est mort. C'est pas possible. Donc, nous avons dû chacun rivaliser d'imagination et d'audace, et je ne sais pas si certains d'entre vous sont sur Instagram et suivent les aventures incroyables que j'ai créées avec ma consoeur Frédérique de Gelt. Depuis un mois, on imagine des histoires complètement folles à partir de vidéos. On pensait au début faire ça pour se remonter un peu le moral toutes les deux. La sauce a pris. Même François Bunel en a parlé à la grande librairie qu'on a enregistrée par Skype. Maintenant, tous les matins, si on n'a pas posté notre vidéo d'évasion et d'un joli texte, on a des gens qui nous disent « Bon alors, la suite de l'histoire, s'il vous plaît ». Il y a eu la lettre aussi que j'ai écrite pour Augustin Trapenard, qui est passée sur France Inter. Et si vous voulez l'écouter, elle raconte justement ce que nous vivons. Vous pouvez l'écouter sur ma page Facebook ou LinkedIn. Donc, nous avons dû rivaliser comme jamais, nous les auteurs, pour exister alors que nous sommes devenus invisibles et que nous sommes revenus dans une espèce de confinement qui n'a rien de naturel et qui est anxiogène. Donc, c'est quelque part une promotion comme moi, je n'ai jamais fait de ma vie. Je n'ai jamais enregistré autant d'émissions de télé chez moi. Hier, j'ai fait France 24. J'ai fait la dictée de Pivot. Ah oui. Ah oui, 1 700 000 téléspectateurs, la dictée de Pivot hier. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à maîtriser tous ces outils, à pouvoir parler normalement devant. C'est tétanisant. Je vous assure que quand vous vous retrouvez dans votre petit bureau et que vous avez François Bunel devant vous dans votre ordinateur par Skype, et il faut que vous arrivez quand même, mine de rien, à dire des choses intelligentes et que vous n'entendez, vous avez un très mauvais retour, vous ne voyez pas les autres intervenants. Oui. On est sauvé par nos écrans. C'est l'ironie totale de cette situation démente que nous vivons. On nous demande de faire des dédicaces vidéo. Je m'explique. Comme les lecteurs ne peuvent plus nous voir, et j'ai dû annuler 30 rencontres en librairie, 30, hein, et ben je reçois tous les jours, chère Tatiana, s'il vous plaît, c'est l'anniversaire de ma maman. J'ai réussi à trouver votre livre, parce qu'il est quand même en vente dans les grandes surfaces et quand même aussi par Fnac et Amazon. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'enregistrer une petite vidéo que je vais montrer à ma maman? Donc, je prends mon appareil et ça donne « Chère Christiane, bonjour, c'est Tatiana Dronay, je vous souhaite une très belle lecture. » Et donc, j'en ai fait je ne sais pas combien. Et donc, jamais je n'aurais cru un instant, il y a 3 mois, qu'on ferait ça, mais nous sommes sauvés par la technologie. Et il y a une dernière chose dont je voulais vous parler. Donc là, vous êtes un book club
vous avez l'habitude de vous retrouver. C'est un book club fermé et c'est formidable et on le fait par Zoom. Et là, je vois qu'on est 22. Mais cette fameuse Frédérique de Gelt, cette écrivaine, d'ailleurs, je vous conseille vivement ses livres et de l'inviter à une prochaine rencontre parce qu'elle est passionnante. Elle a eu une idée géniale d'organiser via Zoom et d'autres plateformes avec des libraires. Donc, c'est une libraire ou un libraire qui anime la rencontre, qui organise ensuite la vente du livre, soit par Drive, soit par Colissimo. Donc, le lien est donné en privé, comme vous, avec un mot de passe, à des gens qui s'inscrivent à l'avance. Et on est 200 ou 300. Et ça ouvre la porte. Tout d'un coup, il y a des choses on n'a jamais imaginées, mais par exemple, les personnes âgées, beaucoup rêvent de venir à des rencontres et ne peuvent pas parce qu'elles sont trop âgées. Maintenant, elles peuvent. Les handicapés qui n'osent pas venir en librairie, maintenant, ils peuvent. Des gens qui sont dans d'autres pays peuvent venir. Et puis aussi, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a des jeunes que ça ennuie totalement de venir en librairie, mais qui sont très contents d'être devant leur iPad, au fond de leur lit, avec un coca et à regarder leur auteur préféré. Donc, ces rencontres virtuelles qui s'appellent Un endroit où aller, et je vous invite, celles qui sont sur Facebook, et il y a un site aussi, à vous inscrire. Il y a des rencontres tous les jours, en général à 17h, avec plein d'auteurs différents, des connus, des moins connus, et animés par des libraires. Et ça aussi, c'est quelque chose de totalement nouveau, et ça va devenir pérenne. Et je trouve ça formidable, formidable. C'est vrai d'ailleurs, nous en fait on est un book club, mais aussi on a un groupe culturel où on visite des galeries, des expositions, des musées, on a des rencontres et depuis le début du confinement, hein, on fait maintenant peut-être deux Zooms par semaine. Et ben voilà, c'est… Voilà, donc avec des gens qui se connectent de Buenos Aires, de New York, de droite, de gauche, voilà, c'est extraordinaire et je pense que je vais continuer ça parce que ça permet de… Mais complètement. Et puis, vous savez, on ne sait pas, nous en tout cas, je ne sais pas ce que ça donne pour vous à Londres, mais en tout cas, en France, on a très bien compris que les dédicaces en librairie ne vont pas pouvoir reprendre, que les grandes foires du livre qui sont prévues cet été ne vont pas avoir lieu, même celles de la rentrée qui sont organisées en général à Nancy ou à Morges ne vont pas avoir lieu. Enfin, on pense, on n'a pas encore confirmation, mais comment voulez-vous qu'on recommence à ouvrir la porte à des lieux qui brassent des centaines et des milliers de personnes donc, ce genre de système, si on a un petit peu d'imagination, des gens qui posent des bonnes questions, les gens qui peuvent interagir. Alors évidemment, il y a des dérapages horribles. Je ne vous cache pas que l'autre jour, j'assistais à la réunion d'un auteur et le lien Zoom avait été donné en public. Et il y a 3 personnes totalement inconnues au bataillon qui se sont incrustées, qui ont pris le contrôle des écrans et qui ont commencé à poster des vidéos de pédopornographie. Dingue. Mais alors, et comme c'était le début, les gens ne maîtrisaient pas encore, ne savaient pas comment couper les micros de tout le monde, ne savaient pas comment couper les vidéos de tout le monde. C'était absolument dramatique. On était tétanisés. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde encore. C'était au début. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes, mais enfin quand même. Tout d'un coup, vous voyez, c'est comme si là, vous me voyez parler, et tout d'un coup, apparaît une vidéo atroce. Atroce. Oui, nous, il y a une membre du club qui est chinoise et qui veut absolument pas faire les zooms. Elle n'arrête pas de m'envoyer des mails, des signes, des oui, Zoom a très mauvaise réputation. Ouais. Je sais. On est espionné à travers Zoom. Ça, c'est aussi un autre sujet. Oui, bah, on se croirait dans Casa. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que j'ai un pseudo. Hein. Je suis Tatiana Yansor, qui est mon nom à l'envers. Oui, je me suis demandé, tiens. Personne ne voit que c'est René. Ah oui. C'est pas mal, hein? Pas mal, pas mal. J'ai donné un mail que je n'utilise pas. Mais bon, c'est vrai, on revient là exactement au sujet de mon bouquin. Qui nous regarde et pourquoi? Oui, c'est une question qu'on peut se poser, quoi. Oui, mais bien sûr, qui nous regarde des algorithmes qui arrivent à lire et pourquoi? Exactement. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question parmi
parmi le groupe. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté un peu plus. Voilà. Sybille. Alors, bonjour Tatiana. D'abord, Bonjour Sybille. c'est sympa de vous rencontrer. J'ai beaucoup aimé votre livre sur Daphné du Maurier. Et je me demandais l'influence de Virginia Woolf. J'ai lu il n'y a pas très longtemps Mrs. Dalloway. Alors, est-ce que votre Clarissa a un lien proche de celle de Virginia Woolf? Et Alors, Sybille, je pense que vous n'avez pas lu le livre. Non, je n'ai pas lu le livre. Voilà. Alors, en fait, pour pas tout vous dévoiler, j'ai voulu montrer comment et Virginia Woolf et Romain Gary avaient eu une influence sur la vie de Clarissa par rapport à son parcours d'écrivain, si vous voulez. Comment elle est devenue écrivain et comment ces deux auteurs-là l'ont influencée. Et moi, tout simplement, j'ai découvert Virginia Woolf adolescente, peut-être à l'âge de 17 ans. J'étais déjà une grande lectrice, une fervente lectrice, et je suis tombée sous le charme de cette plume, certes difficile d'accès. Et il faut s'accrocher pour lire Virginia Woolf. C'est vrai que c'est pas quelque chose, c'est pas une écrivaine qu'on peut lire facilement comme ça, mais je trouve que l'effort mérite vraiment la récompense de lecture qu'on ressent. Et puis, j'avais vraiment envie de mettre en scène donc ce que j'ai ressenti dans sa maison. Je ne m'attendais pas, en visitant sa maison, donc c'est une toute petite maison, c'est un cottage qui est donc dans un jardin absolument fabuleux. Mais d'ailleurs, le jardin était leur enfant. Hein. Ils n'ont pas eu d'enfant. Leonard Woolf et Virginia Woolf, ils n'ont pas eu d'enfant. Donc, ils ont imaginé ce jardin qui est une splendeur totale. On pourrait rester là des heures. C'est vraiment magnifique. Et donc, du coup, je voulais décrire absolument ça. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que quand on va, et j'espère que vous irez ensemble, hein, parce que ça vaut vraiment la peine, quand vous êtes dans ces lieux-là, elle est là. Et ça, c'est incroyable. Et donc, du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur sa vie, mais je n'avais pas du tout envie d'écrire une biographie. Hein. D'ailleurs, il y a des biographies qui ont été faites sur elle, notamment, j'en ai une là derrière qui est absolument énorme, qui doit faire, je ne sais pas moi, 1000 pages. On a presque tout écrit sur la vie de Virginia Woolf, ses angoisses, son mal-être, son mariage un peu étrange, sa famille, son père, sa mère, ses demi-frères. On sait beaucoup de choses d'elle. Et donc, moi, il m'a semblé qu'il fallait que je trouve quelque chose d'original. Et puis, surtout, je voulais absolument faire en sorte que si mon lecteur ou ma lectrice n'avait pas lu Virginia Woolf, ni Romain Gary d'ailleurs, qu'il ou elle ne se sente pas largué. Parce que je ne veux pas faire peur à mes lecteurs. Ce n'est absolument pas un essai sur la vie ni de Virginia Woolf ni de Romain Gary. C'est simplement une entrée en matière par rapport à la topographie, justement, le cadastre, qui sont mes obsessions depuis toujours, et comment les lieux peuvent nous permettre de rentrer dans l'intimité d'un écrivain. Donc, c'est vraiment par ce biais-là que je l'ai exploré. Merci. Bon, moi, j'aimerais bien entendre la voix de Carole. Est-ce qu'on peut remettre le micro de Carole, s'il vous plaît? Je ne sais pas si j'ai un micro, parce que oui, alors moi, ça y est. On t'entend. Ma Carole! Je ne suis pas connectée, ma Tatiana chérie. Oh, tu me manques. Moi aussi. Oh là là. Je voulais quand même te poser une question, parce qu'il me semble que pour toi, c'est vraiment, pour rebondir sur la question que tu as posée Sybille juste avant, effectivement, toi tu es très connectée, mais à la fois l'enfermement et ton lieu d'écriture est absolument pivot de ton œuvre. Et il me semble, mais c'est une question que je te pose, il me semble qu'à part le fait que Gary et Woolf soient pour toi des images d'auteurs que tu les adores, c'est moi aussi d'ailleurs, mais il me semble que c'est vraiment, tu te sens comme si vous étiez de la même famille d'artistes par rapport à ça, par rapport à ce confinement
intellectuelle, d'unité de lieu, enfin, tu vois, d'être vraiment totalement enfermé, totalement à ta table d'écriture. Il y a un côté très, très écrivain. Tu es hyper connectée et à la fois très studieuse et très avec un esprit qui part partout, mais la table, ta petite table, avec une très belle vue. Je veux dire, est-ce que c'est pas ça qui t'a donné envie? C'est au-delà d'un témoignage de respect, d'admiration pour ces deux auteurs. Est-ce que c'est pas par ça que tu as voulu rentrer Alors, tu as raison quelque part, mais je rebondis sur Daphné. Daphné du Maurier était une écrivaine qui avait une vie de famille, beaucoup plus que Romain Gary et Virginia Woolf, qui en avaient, mais Gary en a eu tardivement, hein, puisque son premier enfant est né avec Jean Seberg, alors qu'il avait déjà un certain âge. Virginia Woolf, comme on le sait, n'a pas eu d'enfant. Et d'ailleurs, ça a été quelque chose qu'elle a après regretté, et puis pas regretté. Enfin, ça a été compliqué pour elle, la maternité. Et Daphné du Maurier a eu 3 enfants. Et puis, elle avait cette faculté absolument incroyable qui lui a été beaucoup reprochée, eh bien, de simplement dire à sa famille, moi, écoutez, je vous aime beaucoup, mais moi, j'ai un livre à écrire. Et elle partait s'enfermer dans sa cabane au fond du jardin, à Menabini, le manoir qui a inspiré Manderley dans Rebecca. Elle était une des seules femmes écrivaines pour l'époque. Je rappelle qu'elle est née en 1913 et qu'elle est morte en 1989. Donc, c'est une femme qui a vécu toutes sortes d'époques, mais elle était une des premières femmes à dire, bon, écoutez, moi, maintenant, j'ai mon travail à faire. Et les enfants, eh ben, c'est les nounous qui vont s'en occuper. Et donc, je dirais que le confinement de l'auteur est absolument nécessaire. On ne peut pas écrire un livre si on n'est pas confiné. Ça, c'est certain. Là, je t'écris de mon bureau que tu connais. J'ai la chance d'avoir ce bureau. Et d'ailleurs, c'est Virginia Woolf qui a écrit ce livre, ce pamphlet fascinant que je vous conseille de lire aussi, un lieu à soi, A Room of One's Own. Et si une femme n'a pas ce lieu-là pour s'enfermer pour écrire, elle ne pourra pas écrire. Si elle ne se donne pas les moyens d'avoir ce lieu-là, toute écriture est impossible. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une dichotomie entre... Il y a un contraste assez étrange entre s'enfermer pour écrire, avec tous les sacrifices que ça demande, et aller faire sa promo. Daphné du Maurier disait « Writers should be read, but never seen nor heard ». Les romanciers devraient être lus, mais jamais vus ni entendus. Aujourd'hui, Carole, ce n'est pas possible. Tu le sais aussi bien que moi. Le livre est un objet qui est en danger, les libraires sont en danger, et donc les auteurs doivent aller au front pour faire leur promo. Romain Gary l'a fait, on retrouve d'ailleurs des interviews magnifiques de lui, hein. Je vous le conseille sur le site de l'INA, Romain Gary à apostrophe avec notre cher Pivot, c'est assez incroyable. Donc, il y a cette nécessité aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on est obligé d'aller parler, d'aller expliquer son bouquin, de répondre aux questions. Là, on est entre nous et je le fais avec plaisir, et sinon je serais déjà partie. Et ça m'intéresse de répondre à vos questions. Mais c'est vrai que c'est pas facile, justement, la balance entre les deux, de maintenir son confinement intellectuel qui est nécessaire à l'écriture et de dépendre, comme je le disais tout à l'heure, aux écrans, encore plus aujourd'hui parce qu'on ne peut pas se voir. Et donc, on revient toujours à cette question, ou cette problématique plutôt, comment faire justement pour trouver en nous ces moments de confinement. Et on pourrait croire que ce qu'on vit aujourd'hui inspire les écrivains. Je ne suis pas d'accord. Je pense que ce confinement nous a permis de faire 2 choses très importantes. Pas vraiment trouver l'inspiration, pas vraiment écrire des livres,
nous a permis de comprendre qui sont nos amis. Le tri a été très vite fait, hein. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Qui sont ceux qui prennent des nouvelles? Qui sont ceux à qui on a envie de donner des nouvelles? Et ensuite, à quel point nos aînés, nos seniors, sont précieux. Et je dirais que ce confinement forcé que nous impose le Covid nous remet face à nous-mêmes en tant qu'être social par rapport à une famille et une entité familiale. L'écrivain confiné, c'est un état naturel. Donc je ne peux pas croire que ce confinement que nous impose, des choses magnifiques vont naître de tout ça. Et d'ailleurs, j'écoutais, alors je ne sais plus qui c'est, quel écrivain qui a dit récemment, si vous savez, dites-le moi, il ou elle disait, peut-être que tout ça, ça nous apprend, peut-être que ce confinement actuel, rien de bon va naître d'un point de vue artistique, mais ça nous apprend à gérer notre temps. Et peut-être que nous devons apprendre, justement dans un monde où nous sommes tellement reliés, connectés en permanence à nos outils, à nos écrans, à nos téléphones, à nos Skype, à nos Zoom, we have to learn how to waste our time. Because we don't do that anymore. We don't waste our time, we're always busy. On est toujours là à bosser, à écrire, à promouvoir, à travailler, chacun dans notre vie, nos vies de famille. Peut-être que ce confinement va nous forcer à voir les choses avec une vision plus lente, plus dense, plus profonde. C'est un questionnement qui, moi, me fascine. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre de ce confinement? Et si l'inspiration n'est pas là, est-ce que c'est utile de dire eh ben, j'apprends à dompter le temps qui passe? Et c'est une forme est juste une relativité, et juste une notion abstraite parce que absolument. Et c'est une forme donc de résilience. Tout à Maintenant, est-ce que c'est une résilience intellectuelle, physique, et jusqu'où elle va nous mener? On verra bien. Mais donc j'ai répondu très longuement à ta question. Ah non, mais la réponse est plus intéressante que la question. Non. Et merci beaucoup Anne-Pierre parce que c'est formidable de pouvoir voir Tatiana, parler avec elle. C'est toujours très, très, très intéressant. Je voudrais dire un petit mot sur nos rencontres, notre prix de la closerie des Lilas. Je voudrais dire un petit mot à vous toutes. Et je ne sais pas si on a encore le temps. Parce que combien? Je ne sais pas. Ah bah ça va, non, c'est bon. C'est un de nos plus longs Zooms. Bon. mais j'adore, ça pourrait ne jamais s'arrêter. Je dirais qu'avec Carole, donc on a cofondé il y a maintenant 13 ans ce prix de la closerie des Lilas qui donc met à l'honneur une femme romancière chaque année au mois de mars-avril à la closerie avec un jury permanent et un jury qu'on invite chaque année. Et cette année, ce qui est incroyable et merveilleux, c'est que nous avons couronné une dystopie totale. Une dystopie d'une noirceur extraordinaire qui, au début, nous avait toutes un petit peu échaudées. On s'est dit, oh là là, ça s'appelle « Et toujours les forêts » par Sandrine Colette chez Lattès. C'est un roman absolument fabuleux que je vous incite vraiment à lire, qui raconte une apocalypse et comment on se remet après une apocalypse. La fin du monde, hein. On y va là. C'est quelque chose de… Et donc, de lire ce livre dans les conditions que nous vivons aujourd'hui, ça a été, Carole, tu es d'accord avec moi, encore plus fort. Encore plus fort. Et de le couronner parce qu'il est tout de même, alors là, très anxiogène. Oui, mais je trouve qu'il a une fin éblouissante et qui donne énormément d'espoir. Comme quoi on peut écrire des dystopies qui ont de l'espoir, hein, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais pour revenir à notre prix, j'ai vécu une immense frustration, et Carole aussi, de ne pas évidemment faire notre fête merveilleuse à la closerie pour couronner notre lauréate. Et Carole, j'ai un immense regret. Je pense qu'on aurait dû faire nos délibérations par Zoom. Oui. Mais moi, je ne connais pas cet outil. C'est grâce à Anne-Pierre. Comme je savais elle m'a dit que tu étais invitée, je voulais absolument être là pour
près de toi et je l'ai installé. Donc, je ne connaissais pas cet outil. Tu sais que je suis pas sur… Enfin, on va pas parler des trucs perso, mais je suis pas sur WhatsApp. Mais effectivement, oui. Mais j'espère que l'année prochaine, on sera quand même physiquement Oui, tous ensemble. voilà, parce que c'est vrai qu'on n'était pas nombreuses, on était une quinzaine. On Oui, aurait oui. très bien pu organiser notre délibération. Je Moi, regrette. ça m'a beaucoup manqué de ne pas pouvoir parler avec toi, parce qu'avec Carole, avec nos autres invités, Oui. on a des discussions passionnantes sur quel livre on choisit, on vote, parfois on se dispute, hein, c'est parfois Oui. un peu Oui. violent, on va dire, mais ça m'a beaucoup, beaucoup manqué cette année. Hein. Oh Oui. là là, mais tout nous a manqué cette année. Hein. Tu nous as manqué. Hein. Mais toi, tu nous manques aussi et j'espère que ça va quand même aller pour le livre. Et tu vois, c'est bien. Bunel, c'était formidable l'émission. Vraiment, hein, c'était très, très Merci réussi. Carole, mais ça m'a beaucoup aidé justement depuis un mois de reprendre un peu contact par tous ces biais-là, les Zooms. Je vous dis, j'en fais 1 à 2 par jour et ça m'aide. Alors, peut-être pas aussi long que vous, mais ça me… Mais là, je vois qu'il y a plein de gens qui commencent à partir, donc elles doivent en avoir marre. Je crois que voilà. Non, Mais en tout cas, je suis contente de voir, c'est toujours enregistré. J'avais peur, je me suis dit peut-être que le Zoom, au bout d'un moment, il va dire j'arrête. Non, moi, voilà, c'est formidable. On a passé un moment exceptionnel. Merci à vous toutes. Hein. Vraiment, merci 1000 fois d'être là. Pour celles les 3 qui n'ont pas lu, hein, quand même. Oui, elles ont oublié ce que vous avez dit. Bon, voilà, vous oubliez, le livre est exceptionnel. Moi, ça m'a donné envie de lire. Je suis en train de lire Sentinelle de la pluie. Oh, merci. Je vais relire maintenant Daphné du Maurier. Donc, on a une liste. Nous, en tout cas, voilà, on continue à lire. Et vraiment, c'était un moment… et vous avez je suis enchantée. Je vous remercie infiniment. Et puis, si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, c'est possible par mon site, par les réseaux sociaux. Je suis très disponible. Comme vous pouvez le voir. D'accord, très bien. En tout cas, on vous rencontrera à Londres aussi avec grand plaisir. Merci, avec grand plaisir. Tatiana. Merci beaucoup. Merci, je vous embrasse et virtuellement. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir s'embrasser, c'est trop triste. Huge kiss. Merci. Merci. Au revoir à vous toutes.